bien. Il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue pour ce nouveau live de Chronique Disney, le live. C'est une nouvelle émission. Aujourd'hui, ouais, j'ai fait une belle transition, ça commence bien. Et en plus, il y a Laurent qui se moque, forcément. Jamais, c'est pas mon style. Donc ce soir... David vient de faire une syncope, mais c'est pas grave. Vous me dites quand il a fini sa presse. Oh, sa chambre, c'est rude. Ouais, non, mais, écoutez, moi aussi, je vais faire comme Chapek, je vais laisser ma place. Dépêche-toi parce qu'il reste plus de 59 minutes. Donc Oui, donc, donc voilà, ce soir, on va discuter du gros événement de dimanche dernier, qui est le départ de Bob Chapek, de la tête de la Walt Disney Company, remplacé par un illustre inconnu, Bob Iger. C'est pas vrai, on le connaît bien. Mais avant toute chose, on peut quand même dire que c'est surprise, le truc complètement improbable, non? Oui. C'est ça, apparemment en interne... C'est juste dingue ce qui est arrivé. Tous les gens qui disent qu'ils s'en doutaient sont des menteurs. Ah bah clairement. Parce que j'en ai vu, j'en ai vu qui disent oui, c'était prévisible. Pour la petite histoire, il y avait eu quand même, il a été reconduit. Prévisible. Il a été reconduit à quoi? Il y a quelques mois. Ah oui, exactement. Il y avait tellement d'autres opportunités avant de le faire que là, ça paraissait vraiment rouler. On allait se frapper Chapek encore 2 ans, 3 ans. À la limite, je peux entendre ceux qui disent que c'était prévisible que Chapek s'en aille, mais pas que Iger revienne. Mais non, alors le retour de Iger. Non, que Chapek s'en aille. Bah, le mec, il avait quand même jalonné pour rester. Hein. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que on sentait que ça n'allait pas. Il y avait même. Non, mais le fait qu'il reste ou qu'il parte, c'est pas lié à sa compétence. Hein. Le type, il s'en fout dans sa tête. Hein. Lui, il se croit compétent. Hein. Donc, juste pour rappel. Non, mais il n'est pas parti de sa propre volonté, ça, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que le fait que ce ne soit plus Bob Chapek qui soit le président de Disney aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on aurait pu éventuellement se dire, bon oui, ça allait peut-être finir par arriver. Par contre, le fait que ce soit Bob Iger qui revienne pour le remplacer, là, on est dans une autre dimension. Là. Du coup, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, on essaiera d'y répondre à chaque fois, bien sûr. Si vous avez des questions ou quoi. Donc oui, on va peut-être refaire un petit historique. Hein. Bob Iger, il est depuis quand à la présidence de la Walt Disney Company? Enfin, il était depuis quand? On peut peut-être revenir un peu sur la personnalité de Bob Iger sans revenir à toutes les péripéties. Non, mais très rapidement, il est né en 1951 à New York, non, je déconne. Il était directeur général de la Walt Disney Company entre 2005 et 2020. Mais il était président depuis avant ça déjà. Il était président avant ça. En duo avec Michael Eisner. Bah oui. C'est ça. Et du coup, on devait avoir sa transition qui devait être faite. Donc, c'était Bob Chapek qui avait repris. Alors, si je peux me permettre, avant ça, il faut quand même revenir un peu sur la personnalité et le parcours de Bob Iger qui est juste ahurissant. Parce que, mine de rien, on a tendance à l'oublier maintenant. Mais Bob Iger, lorsqu'il y a la cabale pour virer Michael Eisner, c'est l'homme qui est là, qui est à côté d'Eisner, que le conseil d'administration décide de mettre là en transition en lui disant « Bon, bah écoute, il n'y a que toi, on te met là le temps qu'on trouve mieux. Et on va chercher à l'extérieur de Disney quelqu'un pour remplacer Eisner, qui était quand même une personnalité écrasante, et il fallait quelqu'un de sa trempe. » Et le Bob Iger, qui est, on le rappelle pour l'anecdote, un ancien présentateur météo, hein, si je ne me trompe pas. Qui était devenu patron de ABC. De ABC, qui est un pro de la télévision. Il dit, oui, il n'y a pas de souci, moi je reste. Et le type, au fur et à mesure que les mois passent, il commence à mettre sa patte, à prendre des décisions qui sont de plus en plus appréciées.
Et résultat des opérations, il arrive à retourner complètement le conseil d'administration, qui finalement va lui dire, bah écoutez, pourquoi aller chercher un cador ailleurs alors qu'on en a un qui est en train de se révéler à nous. Et c'est comme ça que Bob Iger, petit à petit, a pris le pouvoir et vraiment de l'éternel deuxième homme, c'est un peu ça, hein, c'est un peu un Poulidor lui, toujours derrière l'ombre de quelqu'un. Il est devenu le numéro 1 et un numéro 1 qui est en train d'écraser du fait de son parcours et de ses résultats, de marquer l'histoire de la compagnie, on va le dire comme ça. Hein. Un numéro 1 qui ressemble assez à Eisner, je trouve. Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Eisner dans le sens où il veut remettre le créatif au centre hein, de la Walt Disney Company, ce qu'a essayé de faire Eisner aussi à une époque, qui a fait quand même beaucoup de décisions qui ont changé la Walt Disney Company. Hein, le rachat de Pixar, Marvel, Lucasfilm, tout ça, c'est lui. Hein. Non, mais attention, le rachat de Pixar, c'est incroyable. On l'oublie, mais à l'époque, donc Pixar, qui était géré par Lasseter et j'ai oublié le nom du patron de Apple. Steve Jobs était donc en bisbille avec Eisner, avait divorcé, etc. On lisait des choses affreuses de Pixar sur Disney et vice versa. Iger, donc Eisner est dégagé. Iger, dans son coin, fait son petit travail de séduction, de trucs, de machin, et apporte un deal à Pixar en lui disant bah, écoute, rentre au bercail, on fusionne, on met Lasseter à la tête de l'animation de façon globale. Et à l'époque, Lasseter n'avait pas toutes les casseroles qu'il a maintenant. Et résultat des opérations, il est arrivé non seulement, c'est là où le mec est absolument dingue, non seulement il rachète Pixar, donc il se remet son petit bijou dans l'escarcelle de la Walt Disney Company, mais en plus il place à la tête des studios d'animation Disney un pro qui va les réveiller et qui va faire qu'un nouvel âge d'or de l'animation Disney, non pas Pixar. Donc on a un Bob Iger qui il est au-delà de ça, au-delà du stratège, il est visionnaire le gars. Mais moi j'ai un bijou et je vais faire en sorte d'en avoir deux. Et il est arrivé à créer, parce que ça on lui doit, deux labels complètement performants, sans que l'un écrase l'autre en fait. C'est ça sa réussite. Et parallèlement, il prend des décisions et je pense qu'on pourra revenir, David, là-dessus. Sa dimension pour parler aux fans, pour respecter les fans, l'une de ses premières décisions à Bob Iger, on l'oublie, mais c'est de racheter les cartoons Oswald. De l'époque les droits du personnage en tout cas. Les droits du personnage et les cartoons de l'époque Disney. C'est un truc de fou ça. C'est-à-dire qu'il a fait un deal, il a eu une opportunité en fait grosso modo si je me rappelle bien, c'est Universal qui voulait que Disney lui prête un présentateur de sportif. Un commentateur sportif d'ESPN. Voilà, d'ESPN. Et Disney lui a dit, bah écoutez, dans le deal, je veux pas que de l'argent, je veux également les droits sur Oswald. Boum. Non mais d'où ça sort ça? Je veux dire, ah oui, le type, aucun intérêt hors celui de faire plaisir aux fans. Et il fait plaisir aux fans, il flatte tout le patrimoine de la Disney Company, enfin de Disney. C'est un truc de fou. Et c'est l'inverse d'un Chapek, on peut le dire, à mépriser les fans du matin au soir, quoi. On peut le dire comme ça ou pas, David? Je sais pas si c'est méprisé. Après, il a méprisé les fans. Non, je pense que c'est juste un très mauvais communicant. En soi, méprisé, Non, après, bon, c'est difficile de parler de mépris, mais bon, après, il a quand même eu des interventions, même récemment, il y a 3 semaines, avec le Wall Street Journal. Catastrophe. Quand il parle, on a l'impression qu'il est quand même pas si... En fait, s'il n'est pas client du produit lui-même, même s'il répétera qu'il voudrait bien l'entendre qu'il allait à Walt Disney World pendant son enfance, pendant toutes les années. Mais bon, j'ai envie de dire comme tous les Américains. Non, mais c'est creux, c'est creux. Mais c'est parce que tu es là que tu comprends l'animation, il visualise ça pour quelque chose qui n'est pas spécialement pour les adultes. Donc bref, il a une façon de voir les choses qui est quand même particulière. Et Bob Iger, alors pour le coup, après, je crois que Romain, tu es plus cynique que moi, mais je n'arrive pas à voir pourquoi quelqu'un comme Bob Iger, qui était à la retraite, qui pouvait commencer à faire les projets qu'il voulait, qui a plus d'argent qu'il n'en aura jamais besoin, pourquoi est-ce qu'il reviendrait mettre en péril, en quelque sorte, son aura et tout ce qu'il a accompli chez Disney, puisque c'est un risque de faire ces 2 années-là, on ne sait pas comment ça va se passer, pour une autre raison que simplement la passion de la compagnie, l'envie de terminer correctement ce qu'il avait entamé, qu'il n'avait peut-être pas réussi, mais
même avant cette nouvelle, Bob Iger était encore vu comme un héros, comme la personne qui était un des meilleurs PDG de Disney, voire le meilleur, en tout cas c'est mon avis. Plus que Walt Disney? Oui, après Walt Disney n'était pas vraiment. Voilà, c'est plus Roy Disney. Mais, non, c'est Walt Disney, il faut le voir avec son frère, on peut pas le. Voilà, après, la comparaison. Comme Eisner et Wells, ça, j'ai envie de dire. Mais... La comparaison n'est pas raison, monsieur Romain. Voilà, la comparaison est un peu. Voilà, ah, mais j'ai fait exprès. Mais franchement, ça peut se discuter, puisque si on parle de Walt Disney en tant que créateur, évidemment qu'il sera en tête de toutes ces personnes-là. Maintenant, en tant que président de la Walt Disney Company. Non mais une fois encore, alors je vais revenir avec mes gros sabots. On ne peut pas envisager Walt Disney uniquement comme président de la Walt Disney Company. Il faut l'envisager avec son frère. C'est le duo qui était formidable avec le créatif Walt et le gestionnaire Roy. Mais si effectivement on analyse la gestion de l'entreprise par Walt, il n'y aurait plus d'entreprise. Hein. Ah non, mais clairement, il n'arrêtait pas de mettre en péril l'entreprise par ses projets. Donc des projets qui sont incroyables au final et qui rapportaient de l'argent évidemment, mais beaucoup de risques. De toute façon, qui a marqué l'entreprise? Tu as eu Walt Disney et son frère, les créateurs. Ouais, le binôme. Voilà, le binôme. Après, tu as eu Eisner et Wells. Oui, et pareil, c'était le binôme qui marchait. Dès que Wells, malheureusement, quand il a disparu, déjà, ça. Ah bah l'autre est devenu Eisner tout seul est devenu fou, malheureusement. Il a explosé en vol, le type. Après, on a eu différents duos dont on parle moins. Il y a eu Michael Eisner et Michael Ovitz, et puis ensuite il y a eu Michael Eisner et Bob Iger. D'ailleurs, du coup, j'en profite, je fais un instant pub, mais pas pour nous. Si vous vous intéressez dans les années 90, je vous conseille ce livre Disney War qui a gagné, qui est un New York Times best-seller qui raconte toute la lutte de pouvoir de Michael Eisner à l'époque. Il existe en français. Il existe en français, pardon, moi je l'ai en anglais, mais voilà, il existe en français. Il existe en français, il s'appelle Le Royaume Enchanté et il est chroniqué sur le site chroniquedisney.fr. Vous trouvez sa chronique et cette efficacité. Voilà. Le Royaume Enchanté. Alors là, pour le coup, la traduction du titre est ridicule, mais le livre se lit absolument. Il faut absolument. C'est un roman. Parler. Voilà, c'est un roman. Il revient sur l'histoire, entre guillemets, la montée en grâce de Michael Eisner et l'effondrement de sa carrière. Le roman, il se lit comme un roman. C'est absolument passionnant. Donc, moi, je rêverais, alors je vous le dis de côté, mais je rêverais d'un The Crown consacré à toutes les périodes de la gestion de la Walt Disney Company. Ça serait juste génialissime. Après, si vous voulez compléter un petit peu sur les années 90, vous pouvez aussi lire ce livre qui est forcément orienté, puisqu'il a été écrit par Michael Eisner lui-même, mais c'est très intéressant pour avoir aussi son point de vue et son parcours. Et vous pouvez bien sûr regarder sur Disney+, le film Waking Sleeping Beauty, qui raconte cette période. Et c'est réalisé par Don Hahn, qui était un producteur au Walt Disney Animation Studios, qui a notamment produit La Belle et la Bête et le Bossu de Notre-Dame ou Atlantide, et qui raconte cette histoire-là. À l'époque où on avait un jeu de pouvoir entre Michael Eisner, le président de Disney, donc on avait aussi Roy Disney, le fils de Roy Disney, le frère de Walt Disney, donc le neveu de Walt Disney, et Jeffrey Katzenberg, qui était à la tête des studios de cinéma et qui partira. Qui est toujours au B16 d'ailleurs. Voilà, qui partira dégoûté par son expérience pour créer DreamWorks aux côtés de Steven Spielberg. Disons qu'il y a quelques promesses avec la volonté de tuer Disney. Tout à fait. Donc peut-être qu'on va recaler ça. Donc il y a eu l'ère Eisner qui s'est mal terminée. Voilà, où ça. Et donc il y a eu Bob Iger, comme tu disais Laurent, qui est arrivé, que personne ne croyait, qu'on l'avait mis là pour justement. Bob Iger était le numéro 2, on l'a mis numéro 1 en lui disant écoute, on te met là parce qu'il faut expédier les affaires courantes. Grosso modo, tu fais pas trop de vagues et on te trouve quelqu'un pour te remplacer. Et le type, à sa place, avec la compétence qu'il a, il a marqué et il a fait son nid, mais alors au-delà de ça, parce que on doit à Iger quand même, je pense que la Walt Disney Company actuellement, elle a été façonnée par Bob Iger. Je disais, il y a les 3 rachats principaux, Pixar, Marvel, 4, Lucas et... Le plus gros de l'histoire du cinéma. Ah oui, Fox, pardon. Je l'oublie. Oh là là. Je l'oublie celui-là. Ça m'intéresse pas celui-là, c'est pour ça. C'est juste le plus gros. Mais c'est plus gros. Parlons quand même. Alors, autant la Fox, moi, personnellement, je trouve que le deal, il n'est pas formidable. Il fallait le faire, mais peut-être pas du tout à ce prix-là. Autant le rachat Lucasfilm, mais c'est un hold-up, quoi. Et même Marvel, ils ont racheté ça, mais pour pas grand-chose. Mais Marvel, on est d'accord. Marvel était dans
Marvel, la vie de la société Marvel était quand même. Donc, ils sont arrivés un petit peu en sauveur, en truc. Ok, vous avez en face un label qui a du mal, quoi. Mais dans ce cas-là, c'est vrai pour Lucasfilm, puisque au moment où il rachète Lucasfilm, il n'y a plus rien de l'histoire de jeux en Star Wars. Oui, mais il y a encore le créateur qui est là. Il y a encore le créateur qui est là et qui va vendre son truc une bouchée de pain. Et d'un point de vue des autres créations, bah, on a eu quand même un resort en Chine, qui marche plus ou moins bien, mais... oui, Shanghai Disney Resort, même il faut quand même se souvenir que le projet de Shanghai Disney Resort est né grâce à Bob Iger, il est né grâce à et négocié quand même par Bob Iger déjà à l'époque. Oui, c'est vrai. Il faisait des négociations avec les autorités chinoises. Il faisait des allers-retours à Shanghai, mais c'était un projet que Michael Eisner voulait absolument réaliser et qu'il n'a pas pu réaliser tout de suite, ce qui fait qu'il s'est rabattu sur Hong Kong, où ils ont créé donc Hong Kong Disneyland. Un demi-parc. Mais Hong Kong Disneyland était là pour convaincre, entre guillemets, la Chine du potentiel de Disney dans leur pays et dans l'objectif d'avoir Shanghai Disney Resort derrière. Donc voilà, donc Bob Iger, comme Michael Eisner est parti en 2005, Bob Iger s'est retrouvé à la tête de la compagnie au moment où tout allait se passer, évidemment, pour Shanghai. Donc voilà. Et surtout, après, Iger, il a quand même lancé Disney+. Aussi. Mais bon, si on prend toutes ces réalisations. Non, mais alors, pourquoi je parlais de Disney+, c'est parce que je voulais faire un peu l'introduction. Disney+, qui serait une des raisons aussi de la mise sur la touche pour être fan de Chapek maintenant. Parce que c'est apparemment les résultats de Disney+, qui ont aussi un peu poussé Chapek dehors. J'ai pas l'impression que ce soit tant les résultats en eux. À mon avis, c'est le global, c'est tout. Parce que la somme. Des mauvais résultats, il y en a eu aussi parfois. Non, mais c'est la somme de tout, en fait. Iger, où ça monte, ça descend, enfin, ça vit, quoi. Voilà, donc ça peut changer. Mais ce que j'ai beaucoup lu, c'est surtout la réaction de Bob Chapek à ces résultats quand il est interrogé par la presse ou par lors des conférences. Où il a l'air, en gros, les gens. Alors, j'ai pas écouté ses interventions, j'ai pas eu le temps de les écouter encore, mais apparemment, il est complètement lunaire dans ses réponses. C'est qu'il va répondre des trucs. Oh, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt remonter. Et puis, de toute façon, on a eu les soirées faites pas citrouille de Mickey au Magic Kingdom qui ont super bien marché. Alors que c'est complètement inconséquent par rapport à ce dont on est en train de parler. Il me semble que c'est un article de Vanity Fair, tu fais référence celui que tu as posté. Oui, voilà, il parle des soirées. En fait, il parle des soirées Halloween du Magic Kingdom, qui est l'un des parcs de Walt Disney World en Floride, pour montrer que tout va bien. Parce qu'il y avait du monde. Oui, voilà, parce que alors qu'on est en train de lui montrer que ça perd de l'argent de tous les côtés, etc. Enfin, de tous les côtés, justement pas dans les parcs, c'est pour ça qu'il se raccroche à ça, mais qu'en tout cas, en termes de production audiovisuelle, il dépense beaucoup trop d'argent par rapport à ce que ça rapporte, et Disney+ est toujours déficitaire, bien que Disney soit aujourd'hui la première compagnie de streaming au monde devant Netflix, si jamais on cumule les plateformes qu'il possède. Mais n'empêche que ça perd de l'argent, donc c'est ça que regardent aussi les actionnaires. Mais au-delà du fait que ça perd de l'argent, comme tu le disais, c'est que les décideurs, on va dire, le conseil d'administration, mais également les représentants des actionnaires se sont rendus compte qu'ils avaient une plante verte, quoi, à la tête de The Walt Disney Company, quoi. C'est-à-dire que le gars, tu l'agites, tu te demandes s'il y a quelqu'un à l'intérieur, quoi. Ouais, mais alors... chaque fois qu'il l'ouvrait, il s'est fâché quasiment avec tout le métier, on peut le dire comme ça. La crise avec Scarlett Johansson, c'est lui, et uniquement lui, hein. Le type, ça ne serait jamais arrivé avec Bob Iger, cette histoire, mais jamais. Mais Bob Iger aurait invité Scarlett Johansson à déjeuner immédiatement. Exactement. Pour parler avec elle et trouver une solution. Il lui aurait dit, mais tu as raison, on va trouver un arrangement, et l'arrangement, il aurait été 10 fois moins favorable qu'au final, Chapek a dû lâcher de façon légitime, hein, parce que pour le coup, on a... Et tout a été comme ça. Le Don't Say Gay, ça a été ça. Enfin, le gars, chaque fois qu'il l'ouvrait... Alors, il y a déjà... On peut dire qu'il y avait deux problèmes avec Bob Chapek. Un, la nature de ses décisions, qui pour moi il y a des choses qui ne vont pas. Et la forme, c'est-à-dire que le type, chaque fois qu'il a annoncé quelque chose, il était quand même capable de... Enfin, regardez le truc lunaire où on vous dit, attendez, M. Chapek, que les résultats sont pas bons, etc. Et le gars vous parle des soirées Halloween Magic Kingdom. Non mais voyez le décalage, quoi. C'est un peu comme si, je sais pas moi, si on pouvait faire un parallèle qui parle...
C'est tellement incongru. Ça parle déjà pas mal, hein, je trouve. Ouais, je veux dire, c'est tellement incongru. Voilà. C'est du style. Voilà. Dans les générations. Il faut se demander en fait comment ce Bob Chapek a réussi à atterrir là, parce qu'il était du coup à la tête de la division parc et resort. Auparavant, il vient de la finance, il a fait la division vidéo aussi. Oui, et Disney Consumer Products. Et ensuite, les produits dérivés. Et donc, non, pardon, les parcs à thème. Et puis, les produits dérivés se sont rajoutés au parc à thème durant son mandat dans cette division-là, il me semble. Et du coup, moi, je me demande si le péché originel, finalement, c'était pas sa nomination tout court. Et donc, une erreur qui a été faite par Iger et le conseil d'administration qui a été de le nommer. Après, pourquoi ils ont nommé cette personne-là? Est-ce qu'ils n'avaient pas... parce que juste là, il s'en sortait bien. Mais pour moi, oui, tu as raison dans le fait qu'il ne fallait pas le nommer lui. Moi, je suis d'accord, puisque de toute façon, j'ai toujours été partisan du fait qu'il faut absolument que ce soit quelqu'un qui vienne du monde de l'audiovisuel, du cinéma, de la télévision, qui connaisse du monde à Hollywood, etc. Parce que c'est là qu'est le cœur de sont les décideurs. Enfin, l'argent vient des parcs. Non, pas l'argent vient d'ESPN, si on va par là. Et pour le coup, Bob Iger a travaillé pour la division. Ah, mais la question, c'est ESPN. Est-ce que Iger a mal préparé sa succession? Parce qu'il me semble que son bras droit à une époque et qui devait être son remplaçant, son poulain, c'était Staggs. Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de cafouillage au niveau de cette. Mais clairement, il était complètement vautré dans sa succession. Parce qu'après, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à lui en vouloir, moi, je trouve. Non, mais est-ce que c'est. Non, mais la question, c'est est-ce que c'est un acte manqué, c'est-à-dire qu'il est vautré totalement, ou est-ce que quelque part, ça l'arrange pas? Parce qu'il a peut-être aussi un gros melon en se disant je suis parti en héros, je vais revenir en sauveur et je repartirai en héros et sauveur. Seulement s'il y parvient, parce que là, il a 2 ans pour y arriver. C'est déjà précisé que si jamais ça prenait plus de 2 ans, qu'il serait reconduit. Enfin bref, il va mourir à ce poste. On a l'impression là, à ce stade-là. Il faut pas qu'il devienne. C'est pas fatalement une bonne chose. Il faut pas qu'il fasse Eisner, quoi. Ça, le problème, c'est que moi, je trouve que la fin du règne de Eisner. Non, mais puis de toute façon, avec l'âge, au bout d'un moment, les mecs sont déconnectés de l'époque, quoi. Mais après, après, c'est vrai que 71 ans, c'est vieux, bien évidemment, mais bon. C'est difficile de juger puisque Bob Iger est quand même quelqu'un qui a une hygiène de vie extrêmement bonne, qui se porte vraiment très bien, qui a l'air extrêmement vif, qui prend des décisions, qui est si vous voulez lire ses anecdotes, français, d'ailleurs. Comment je me lève à 4h du matin pour faire mon sport voilà, bref. Donc c'est quelqu'un qui peut encore travailler pendant. Oui, mais je suis d'accord avec ça, mais tu m'enlèveras pas d'idée qu'il va y avoir fatalement une sorte de décalage entre sa génération et l'époque. Enfin, au bout d'un moment, il faut quand même un peu la sentir, l'époque. Peut-être. Après, il y a des gens qui sont visionnaires. Tu as vu ce qu'il était supposé faire si jamais il partait pas chez Disney? Il était censé rejoindre je sais plus quelle société. Il commençait à parrainer des petites startups pour de nouvelles technologies. Il faisait des choses comme ça. Enfin, il s'intéresse toujours à l'avenir. Il a toujours un discours porté sur. Non, mais après, on est d'accord qu'il est tellement brillant qu'on peut. On peut penser que ça va pas arriver. Mais moi, ça m'inquiète toujours un peu. C'est ces gens qui s'accrochent absolument à un poste. Alors lui, il s'accroche pour la bonne raison, parce que pour le coup, je suis très content qu'il revienne. Mais seulement, ce que je lui demande, c'est 2 choses. C'est oui, il faut redresser la barre, mais il faut surtout préparer ta succession. Et réellement. Si ça s'accroche au poste, en tout cas, il le fait brillamment, parce qu'il arrive à nous donner l'impression qu'il le fait pas exprès, en tout cas. Parce que autant Michael Eisner, on sentait qu'il voulait pas le lâcher, mais autant lui, ça fait, 6 ans, ça faudra trouver la bonne année, etc., où il disait, bon voilà, écoutez, tout est prêt, je partirai le 31 décembre 2012, 13, 14, je sais même plus, enfin ça fait déjà une éternité. On n'arrive pas à trouver, donc ce sera 2016, puis ce sera 2010, oui, mais bon, il faut bien ouvrir Shanghai, donc ce sera plutôt fin 2016, 2017, et puis ensuite on passe à 2000. Et finalement, il part. Il met tout en ordre, etc. Il part, il fait ses bagages. Mais comment tu expliques qu'il choisit ce crétin, alors? C'est pas possible. S'il n'y avait personne d'autre. Mais non, arrêtons de dire qu'il n'y a personne d'autre. Il y a fatalement du monde autour de lui. Et peut-être même en dehors de Disney. Il connaît tellement de monde, ce mec. Après, moi, je pense que peut-être l'erreur, c'était pas aller chercher ailleurs que Disney.
Non, mais il connaît, mais même, On il n'en sait connaît rien tellement. qu'ils aient pas cherché, puisque là, en tout cas, là, pour cette fois-ci, pour son retour, on sait qu'ils ont voulu débaucher le président de Nike, dont j'ai oublié le nom, et ils ont essayé aussi celui de General Motors. Finalement, les deux, apparemment, ne se sont pas montrés intéressés, ou alors les discussions ne les ont pas le conseil d'administration de Disney n'a pas été convaincu, peut-être par les projets, et au final, on en revient toujours à Bob Iger. Mais c'est vrai que là, l'impression qu'on a, c'est est-ce qu'il y a un après Bob Iger là, ou est-ce que Disney doit mourir avec lui? Moi, l'après Bob Iger, c'était Tom Staggs, mais il a tenu trop longtemps. Et pourquoi il est parti, lui? Mais Tom Staggs, c'est quelqu'un aussi qui vient des parcs, etc. Donc moi, je suis pas. Mais pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi il est parti? Parce qu'on lui a pas proposé l'évolution qu'il espérait. Après, pourquoi est-ce qu'on lui a pas proposé cette... D'accord, au bout d'un moment, il a nommé Bob Chapek comme son second. Enfin, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Je n'ai plus les postes précis. Ouais. Et du coup, Tom Staggs est parti et il a bien fait, puisque maintenant, il vient de créer une nouvelle entreprise qui apparemment est florissante. Alors, un truc qui n'est pas public, mais bon, quelque chose encore de médias, etc., ou d'agence de communication, quelque chose comme ça. Et il va très bien. Hein, donc voilà. Donc, tous ces gens-là. On a une question qu'on n'a pas répondu, c'est est-ce que ça va changer quelque chose sur le débat sur la chronologie française des médias? Oh non, arrêtez avec ça. Et ça changera rien. Ça ne mènera pas les fast-pass et ça changera pas. Mais non, mais ça n'a. Enfin, une fois encore, là, le conflit franco-français, la législation franco-française, mais Burbank, qui sont à des années-lumière de tout ça, arrêtez de penser que Bob Iger. Non, mais enfin. Ça, c'est vraiment. Enfin, je suis désolé de réagir comme ça, mais ça vient de nous faire fuir tous nos lecteurs. Je suis désolé. Mais comment vous pouvez dire des conneries pareilles? Il va nous faire fuir les gens. C'est un peu ça, parce que, excuse-moi, mais j'en ai lu beaucoup. On a une 1405. Voilà. Oui, je suis désolé, je suis toujours un petit peu entier comme ça. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Non, mais j'ai lu tellement de bêtises sur Disney Central Plaza, il faut quand même le reconnaître. Ça n'a aucun rapport. Aucun, mais vraiment aucun, que ce soit bien clair, Burbank se fout de la législation française. Mais alors, pour eux, c'est même pas un sujet. Ça ne vient jamais. Même à la machine à café, ils n'en parlent pas. Voilà. Ils s'en foutent, ils s'en contrefoutent. D'accord ? Donc, la chronologie des médias, j'ai envie de dire, c'est deux choses l'une. C'est soit la filiale française qui dit j'ai un souci, j'arrive pas à rentabiliser autant truc machin, et qui remonte éventuellement des pistes, mais c'est tout. Peut-être, enfin, une fois encore, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et de la même façon, on va redescendre sur Terre. Non, ils vont pas enlever les systèmes de réservation sur les parcs. Non, ils vont pas enlever les Disney Premier Access payants. Non, ils vont pas. Enfin, tout ça est même que je pense que les ils vont même aller plus loin. C'était des choses qui étaient déjà dans les pipelines. Mais bien sûr, tout ça, tout ce qui ramène du cash, ils ne vont absolument pas le faire, le changer. C'est la division parc, c'est celle qui va bien. Donc, exactement. C'est là qui vont commencer. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai vu un certain nombre, notamment sur DCP, des gens qui sembraient le champagne en disant ça y est, c'est la fin des systèmes de réservation. Non, arrêtez. Non, pas du tout. On a aussi vu la presse d'extrême droite française et américaine aussi se féliciter parce qu'ils pensent que ça y est, on a viré le président woke. C'est l'inverse. On va les citer, c'était revenir à la raison. Qu'est-ce qu'il disait? Pour ceux qui ne connaissent pas Bob le Woke Chapek remplacé par Bob l'ancien Iger. Oui, non mais bon. Ça se voit qu'ils n'ont rien compris, mais ils n'ont absolument rien compris. En revanche, puisqu'on parle de ça, je serais très curieux de savoir comment il va redresser la situation en Floride. Parce que pour le coup, Chapek a tellement dégradé par ses maladresses, a fait en sorte de braquer le futur président des États-Unis. Hein, j'ai pas dit que j'étais favorable à ça, mais en tout cas, il semblerait que ça arrive. Le problème, c'est que là, il y a quand même un vrai souci financier, juridique, culturel. Donc, je suis curieux de savoir comment Bob Iger va y arriver. Non, mais c'est très compliqué parce que pour le coup, Bob Iger ne tiendra pas un message différent que celui qui a finalement tenu Bob Chapek par la force des choses. Oui, mais il va le tenir avec talent et il va sortir le chéquier sans qu'on s'en offusque. C'est ça, à mon avis, ce problème, c'est que Chapek était un très mauvais communicant. Enfin, moi, je pense que pour moi, dans ta phrase, il y a communicant de trop. Oui, non, mais... était très mauvais, point. Oui, aussi, oui, globalement. Il était très mauvais, le mec était incompétent. Prendrait la même décision, il arrivera à te la vendre et tu seras d'accord, quoi, potentiellement. Un peu comme Philippe Gas à l'époque à la tête d'Euro Disney SR.
Mais du coup, c'est assez surprenant ce qui se passe, puisque l'annonce de sa nomination fait qu'on a tous les camps, alors là on parle du spectre politique, puisqu'on était là-dessus, qui sont contents de cette nouvelle. C'est un truc de fou, ça. Comme si ça allait résoudre tous leurs problèmes, toutes leurs requêtes les uns aux autres, alors qu'il est quand même très marqué. Il y en a la moitié qui vont être déçus, voire plus, parce que peut-être qu'il va trouver des justes milieux qui ne vont satisfaire malheureusement personne. Enfin, on verra. Ou alors son talent fera qu'il satisfera tout le monde, justement, on verra. Mais bon, enfin voilà, là il y a un petit peu. En revanche, on est sur un moment d'état de grâce là où tout le monde est là en disant c'est incroyable, c'est merveilleux. C'est vrai que l'action n'a pas plongé, que dalle, alors que tu as le PDG qui se fait virer du jour au lendemain, l'action n'a pas plongé, rien, tu vois. Ah non, mais c'est même l'inverse. C'est incroyable, quoi. Elle a monté comme un fou. Non, mais là, c'est qui disparaît, normalement, ça chute. Oui, mais là, c'est pas juste le. Oui, après, c'est Bob Iger qui revient. C'est surtout l'annonce du nouveau qui revient. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, dans le premier mémo de Bob Iger, il n'est même pas fait mention de Bob Chapek, comme s'il n'existait pas. Ouais, c'est un truc. L'annonce, le communiqué de presse de la WLC Company le mentionne évidemment en disant qu'il est parti. Oui, mais sans citation de sa part aussi. Tu sais, d'habitude, ils font toujours ça a été un plaisir. Alors non, et a priori, c'est silence radio, quoi. Alors apparemment, ça c'est contractuel. C'est le Hollywood Reporter, il me semble, ou Deadline, j'ai un doute, qui a rapporté ça. En gros, Bob Chapek a été prévenu la veille, durant le week-end, donc peut-être samedi matin, allez savoir, à un moment comme ça. On lui explique ça et on lui a simplement dit tu dégages, you're out en anglais. Et on lui a dit our lawyers will call your lawyers. Nos avocats vont appeler les vôtres. Et puis voilà. Merci. Ce qui est assez hallucinant, c'est que et dans le contrat, il n'a pas le droit de parler pendant probablement un certain laps de temps. Donc nous attendons pas à voir Bob Chapek dans les médias d'une manière ou d'une autre, puisqu'il ne peut pas. Il a eu un gros chèque, bien évidemment, de départ. Et voilà. À hauteur de 20 millions, paraît-il. Oui, sûrement quelque chose comme ça, mais qui est finalement à la hauteur de l'enjeu. Oui. Voilà. Mais voilà, rien de plus. Et donc, voilà. Je peux faire peut-être transitionner justement sur la façon dont ça s'est passé. Il y a quelque chose de très intéressant et très amusant dans la petite histoire. C'est, vous savez, le dernier concert d'Elton John aux États-Unis. C'est savoureux, ça. Qui a eu lieu donc dimanche soir et dont Disney a acheté les droits de diffusion mondiaux, et donc le concert a été diffusé sur Disney+ en live. Donc en France, c'était à 4h du matin le lundi matin. Vous pouvez toujours le voir, il est en replay sur Disney+. Et donc bien évidemment tout le beau monde chez Disney était à ce concert, qui est à Los Angeles, donc c'est à côté de là où se situe la Walt Disney Company. Et Bob Chapek devait y aller, évidemment. Il s'est décommandé dans l'après-midi avant le concert, parce qu'il savait déjà. Et Karim Daniel, son protégé, qui était donc à la tête de Disney Media Entertainment Distribution, donc c'est-à-dire la filiale qui a été créée par Chapek pour gérer la distribution des contenus malgré les décisions des propres personnes qui créent les contenus. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des divisions qui créent des contenus, et puis ensuite, il y a cette division-là qui décide, alors ce contenu-là, je le mets au cinéma, là, je le mets sur Disney+, là, je le mets à télé. Donc, voilà. C'est cette alors, pour aller dans ton sens, c'est cette division qui décide, par exemple, de sacrifier un Pixar sur Disney+. Exactement, voilà. C'est cette division. N'importe quoi, tu vois, le truc. Et donc ça, c'est la division à la tête de laquelle se trouvait Karim Daniel. Karim Daniel qui donc arrive au concert, donc il y est, etc. Et puis, c'est là que la news tombe, c'est un petit peu avant que le concert débute. Et donc là, dans les gradins, enfin en tout cas dans le gradin de Disney, ça bruisse, etc. Tout le monde le regardait. Les regards se tournent vers lui, parce que les regards, j'imagine, cherchent Bob Chapek, ou se rendent compte que, tiens, c'est vrai qu'il a des... Et le bras droit, enfin, c'est son bras droit. Donc Karim Daniel s'en va avant que le concert commence. Donc malheureusement pour lui, il n'y aura pas assisté aux adieux d'Elton John. Et parmi les personnes qui sont là, il y a le conseil d'administration, et il y a aussi Peter Rice. Peter Rice était la personne qui était à la tête de la division General Entertainment, donc tout ce qui est en gros séries et émissions de télévision ou de streaming. Et il a été viré comme un malpropre par Bob Chapek sans aucune explication, alors que tout le monde voyait en lui déjà un futur président ou quelqu'un qui pouvait avoir une très longue carrière. C'est peut-être là l'explication. Quelqu'un de très respecté en tout cas dans le milieu, et qui a fait de très belles choses quand il était à l'époque chez 21st Century Fox, puisque c'est de là qu'il venait.
Et donc, lui, il était là, par contre, tout sourire, en train de chanter des chansons avec les, etc. Donc c'est amusant. Alors, si jamais on assiste à un retour de Peter Rice au sein de la Walt Disney Company, bah, vous l'aurez entendu. Tu sais où il est maintenant? Je n'ai pas regardé, tiens. Non, mais quand je vous disais... Où qu'il soit, si Bob Iger lui dit de revenir avec le salaire qui va bien, il avait l'air de tellement aimer Disney aussi, Peter Rice. Oui. Écoutez, allez, on prend les paris, je mets une pièce là-dessus. Ça pourrait être lui, la personne qui sera folle. Moi, voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que je pensais à l'instant. Et tout ce que tu viens de raconter, imaginez l'équivalent d'un The Crown, je le redis, qui reconstituerait ça, mais c'est juste savoureux, quoi. C'est-à-dire que j'ai oublié le nom, mais tu vas me le dire, le bras droit de Chapek, qui découvre l'info, qui se fait, qui se lève et qui se casse parce que lui, il sait que grosso modo ses jours sont comptés. Il sait. Ça y est, il est parti. Ça y est, il a été viré. Il a été viré lundi. Alors, on a eu l'info parce qu'il faut essayer de se remettre dans le fuseau horaire américain. Ça, nous, en fait, on l'a pris pendant la nuit. 14h le lundi matin, Bob Iger arrive. Bob Chapek est out le dimanche soir. Lundi matin, c'est Bob Iger qui arrive à Burbank. À 14h, Karim Daniel est viré et la division média entertainment distribution démantelée avec un mémo envoyé par Bob Iger aux cast members de cette division précisément, parce que les pauvres, du coup, ils apprennent soudainement qu'ils n'ont plus de raison d'exister, Karim et leur patron qui s'en va. Et il leur dit clairement, j'ai demandé à Dana Walden, qui est à la tête de la télévision, Alan Bergman, si je dis pas de bêtises, à la tête des studios de cinéma, j'ai oublié le nom de la personne à la tête d'ESPN, mais bon, en gros, les personnes qui sont à la tête des divisions de contenu que j'ai mentionné tout à l'heure, de se réunir avec la finance pour pouvoir établir une nouvelle organisation de la Walt Disney Company. Donc là, il faut s'attendre à ce que dans les semaines qui viennent, on ait une réorganisation la Walt Company qui sera probablement plus proche de ce qu'elle était avant que de ce qu'elle était. Il va y avoir une réorganisation, mais il va surtout y avoir une nuit des longs couteaux. C'est-à-dire que dans cette structure-là, qui a été voulue par Chapek et qui a un peu, on peut le dire, qui a martyrisé les créateurs de contenu et les divisions qui créaient des contenus, il a dû se créer des inimitiés, mais juste ahurissantes. Et là, c'est comme dans la version originale du livre dont tu parlais, c'était Disney War. Là, on est dans un... C'est-à-dire qu'il va y avoir des règles. Ça va être la nuit des longs couteaux. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont sauter. Alors, apparemment, c'était justement une partie des raisons qui ont été évoquées pour son départ par la presse. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça c'est très compliqué de savoir. Mais c'est que du coup, il était totalement isolé à la tête de la Walt Disney Company, à part 2-3 bras droits comme Karim Daniel, etc. Et par exemple, quand les mauvais chiffres sont tombés, qu'il a commencé à parler de geler les embauches et même de faire comment ça s'appelle les licenciements. Des licenciements, merci. Oui, voilà, apparemment, certains exécutifs l'ont appris par mémo. Sur la production. Non, mais même les exécutifs. C'est une décision qui peut être qualifiée de courageuse parce qu'il faut bien parfois qu'il y ait ces moments de vie dans l'entreprise, mais tout ça arrive au mauvais moment et tout ça lui est attribué. Il est désolé en fait. Non, mais attends, il a accumulé beaucoup de choses. Il a accumulé donc des résultats calamiteux, un isolement vraiment qui commençait à se voir et un conseil d'administration qui le portait à bout de bras et qu'il a lâché parce qu'il s'est rendu compte, ce conseil d'administration, que plus personne dans la compagnie ne le suivait, ce gars-là. Et au bout d'un moment, c'est si toi tu vacilles, moi je vacille. Et le conseil d'administration ne s'embarrasse pas de ce genre de choses. Après, il y a Philippe P62 qui nous rappelle aussi dans le chat que le départ de Catherine Powell, qui était pendant un temps la présidente de Disneyland Paris, puis ensuite la présidente de tous les parcs occidentaux, donc c'est les États-Unis et la France globalement, est également partie, alors qu'on s'imaginait bien la voir évoluer au sein de cette nouvelle structure et peut-être devenir la présidente de toute la division Parcs et Resorts à la place de Josh D'Amaro actuellement. Elle aussi est partie. Alors, on n'a jamais eu l'explication officielle également, mais c'était assez violent aussi. Voilà, comme la presse fait aussi son travail et va fouiner aussi son nez dans ces histoires-là, Bob Chapek se serait débarrassé de Catherine Powell parce qu'il la voyait comme un danger pour lui-même. Voilà, elle lui faisait une concurrence, oui. Une vraie concurrence. Aujourd'hui, Catherine Powell est chez Airbnb, donc je ne sais pas si apparemment. Non, mais moi, je pense que toutes ces personnes qui ont été, pour moi, elles se sont mis en réserve entre guillemets de la République. Elles se sont mis en réserve. Et tu parlais tout à l'heure du gars de la Fox, Catherine Powell. Allez, c'est le soir des paris. Je remets vous allez voir que ces gens-là vont revenir. On te le rappellera.
Et alors, puisque tu me dis qu'on reparlera, il y a un enregistrement Twitch où on parlait de Bob Chapek. Et à un moment, j'interromps ce cher David qui faisait un petit peu son historique de Bob Chapek. Et je lui dis, mais à quel moment tu dis qu'il est nul? Et donc, on rebondit, ça se retrouve, hein, il est c'était lors d'une. Et je pense, donc, comme j'ai réussi ce pari-là, je vais. C'est noté, on l'a noté dans le tableau des paris. J'espère vraiment que la personne pour ma réaction sur la chronologie des médias, j'espère qu'elle m'en veut pas trop. Je sais pas si elle. Pardon. Il est parti. Il est déjà sur le Twitch de nos concurrents. Je vais dire un truc positif sur Chapek. Non, pas positif. Je dis quand même, le pauvre, il a pris les rênes un mois avant le Covid. Non. Le pauvre, quand même. Ça, là-dessus, la succession. Non, pas le pauvre, la pauvre compagnie qui s'est retrouvée avec un crétin à sa tête, alors que c'était un des moments les plus critiques de son existence. Il n'y a quand même eu pas de chance. Pour le coup, il n'a pas été totalement tout seul, puisqu'à ce moment-là, il faut quand même rappeler qu'au moment où il devient directeur général, CEO, Bob Iger, lui, prenait l'executive chairman, qui était un poste, il s'était créé, qui est quand même au-dessus, et qui lui permettait en fait de se consacrer à tout ce qui était créatif, parce qu'il fallait absolument commencer à créer des contenus pour Disney+, qui était encore embryonnaire à ce moment-là. Et à ce moment-là, Bob Iger va soudainement mettre de côté ce rôle-là pour pouvoir prendre des décisions aussi aux côtés de Bob Chapek. Ce que Bob Chapek va évidemment mal prendre. Et il y avait déjà eu des articles dans la presse. La tension entre les deux hommes va augmenter à cette époque-là. Bob Iger, finalement, en bon prince, entre guillemets, va se dire, écoute, après tout, c'est pas moi le CEO, hein, donc voilà. Donc il attend son 31 décembre 2021, et puis au bout d'un moment. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce mandat de PDG avait mal commencé dès le départ. Non. Si, ça a mal commencé. Mais le recrutement a été nul et tu as eu le Covid derrière. Oui, mais quand je dis non, je n'entends pas l'argument de dire le pauvre. Non, c'est la compagnie qui n'a pas eu de bol. C'est pas lui. Lui, il a pas. Lui, sincèrement, il n'aurait jamais dû accéder à ce poste. Jamais. Et c'est une erreur de Bob Iger. C'est une erreur de Bob Iger. Et du comité Moi, d'administration. je trouve en plus que la Walt Disney Company, pendant l'année Covid, ne s'en est pas trop mal sorti. Parce que vu ce qu'il a dû faire, c'est-à-dire qu'il a dû se débarrasser, fermer les cinémas. Les cinémas ont fermé. Toute son activité. Les croisières sont arrêtées. Toute son activité s'est arrêtée. Les publicités sur la chaîne de sport, il n'y a plus de sport. Donc, du coup, il n'y a plus de rentrée de revenus. La télévision, on ne peut plus tourner d'épisodes. Donc, bref, il n'y avait plus rien qui fonctionnait à part Disney+. Donc, pendant cette période-là, je trouve que, étant donné comment ça s'est passé l'année 2020, je trouve qu'elle s'en est pas trop mal sortie. Et elle rebondit très bien. Voilà, ils ont très bien rebondi. Et donc voilà. Mais là aujourd'hui, les résultats qu'on a ce mois-ci sur les activités les plus récentes ne sont plus tellement liés à la période de pandémie. Enfin, donc là, maintenant, on est sur les choix qui ont vraiment. Là, on est sur des choix ridicules qui ont été faits par Chapek et son staff, qui se permet de choisir des Pixar et de les sortir sur Disney+, plutôt que de les sortir au cinéma. Ça, je suis désolé. C'est bon. Allez, dès que tu as vu ça, c'est comme si tu décides, tu as un produit premium et que tu décides de le vendre chez Lidl. Quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Quoi. Ça me saule. Rassure-toi, il est toujours là à nous écouter. Ouais, il m'a excusé. Enfin, je sais pas si c'est un homme ou une fille. Je le vois pas, moi, avec... Mais voilà, je m'excuse platement. J'étais un petit peu bouillonnant, mais voilà. Non, mais c'est vrai que ce mandat a mal commencé, il a mal fini, et il a même pas eu le record du mandat le plus court de PDG. C'est quand même triste, quoi. C'est-à-dire que ça sera. Il n'aura même pas eu ce truc-là. Il a tout raté, quoi. Il a tout raté, quoi. Parce qu'au moins, il aurait pu être le PDG avec le plus court mandat de l'histoire, quand même. Pas. Le plus court, parce que tu l'as peut-être été. Oui, c'était. Michael Ovin n'était pas PDG, hein. C'était celui juste avant Eisner. C'est pas le beau-frère, le gendre. Bah non, il est resté longtemps. 2 ans. Il est resté Ron Miller. Ron Miller, c'est pas lui. Il est là depuis de 72, j'imagine, à peu près, quand Roy Disney décède. Pour moi, c'est jusqu'à 83 ou 4, un truc comme ça. Et c'est Cord Walker, je crois. Ah oui, il y a Card. Ouais, mais après, entre les rôles de président, enfin CEO et président, c'est un peu compliqué. Ouais, alors que CEO. Écoute, David, si tu veux bien, on va lui laisser le fait qu'il n'a pas eu le plus. Le mec a tout raté, on va pas lui donner ça aussi. Quoi, non, c'est pas Walker. Il a fait 3 ans. C'est Raymond Watson. Tu vois le truc. Mais lui, il était à quel poste exactement? Il était PDG. Il y a la photocopie. Ouais, parce que PDG, c'était CEO en anglais. Il était CEO et il a même été président de 83 à 84. Ah, ok.
D'accord. Bon, bah, écoute. Mais voilà, par contre, c'était aussi période de transition, le temps d'attendre de recruter. Oui, c'est ça. Après, tout ça aussi se passe à des périodes où on a moins l'opportunité d'avoir le nez dans ce qui se passe, même si on l'a par procuration. Mais bon, aujourd'hui, à l'ère d'Internet, forcément, tout cela fait grand bruit. Mais par exemple, l'épisode de Michael Ovitz dans les années 90, moi personnellement, je l'ai découvert dans le bouquin. Hein, donc, c'est voilà. Mais voilà. En tout cas, c'est une histoire assez inconcevable. Et là, maintenant, ça va être intéressant de savoir ce qu'Iger va garder quand même de Chapek ou pas. Par exemple, un des projets de Chapek, c'était le métavers. Non, mais ça, il faut. Qu'il aimait plus appeler comme ça, mais j'en parle parce qu'il y a eu une interview. Alors, il faut absolument que vous alliez la voir tant qu'il en est temps, parce que, après, il n'y a pas de raison qu'elle soit enlevée puisqu'on est sur de la presse. Mais le Wall Street Journal a fait venir Bob Chapek il y a 3 semaines, et donc sur scène devant un public, ils ont discuté pendant une trentaine de minutes. C'est sur YouTube, hein, en intégralité. C'est là qui fait des réflexions qui ne plaisent pas trop aux fans sur l'animation, qui serait prétendument pas pour les adultes, mais uniquement pour les enfants, et d'autres réflexions diverses, etc. Et il parle aussi de la question du métavers. Alors, il dit lui-même, j'aime pas l'appeler le métavers, mais bon, c'est quand même intéressant d'en parler. Il n'y a pas de raison de voir tout négativement non plus, mais en tout cas, ce qu'il explique, c'est qu'il aimerait que Disney... C'est qu'il aimerait relier en une expérience unique le Disney virtuel, c'est-à-dire Disney+, les films, le cinéma, etc., et le Disney réel, de la vie réelle, c'est-à-dire les voyages dans les parcs d'attractions, les croisières, etc., etc. Donc créer peut-être un compte unique, faire des ponts entre tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui va quand même se faire. Oui, mais de toute façon, il faut de la synergie entre les divisions. Voilà. Ah, Instant Chat. Et ça, ce sera peut-être une des traces qu'il aura laissées, même si les choses vont peut-être se développer différemment maintenant qu'il n'est plus là, les choses vont évoluer, et on l'attribuera peut-être à Bob Iger, voire à la personne d'après, si Bob Iger ne reste que 2 ans. Et un autre point aussi intéressant, même si c'est un peu trivial dans cette histoire, mais en termes de symbole, c'est important, c'est que Bob Iger sera donc le président de Disney pendant son 100e anniversaire. Le 100e anniversaire de la Walt Disney. Mais ça, je me disais quand même, en 2023. À la veille du 100e anniversaire, on a le PDG qui est viré pour faire revenir un ancien. C'est quand même un signal. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que si ce chambardement a eu lieu, c'est parce qu'il y avait des craintes de voir la compagnie attaquée? Je sais pas. J'ai vu que toi en parler, donc je n'ai pas d'avis sur la question. J'ai rien vu, en tout cas, qui puisse laisser entendre ça là dans l'immédiat. Parce que les résultats sont pas non plus. C'est ça, elle n'est pas non plus en danger comme était dans les Oui, mais l'action est très basse. C'est donc une opération, je sais pas, un Apple qui décide d'attaquer ou un Amazon qui décide d'attaquer, ça pourrait être le cas. Hein. Mais bon, parce que on n'a pas d'indice dans ce sens-là. Ça peut être une supposition, effectivement, qui peut-être a du sens de. Parce que moi, il y a quand même dans cette brutalité et cette rapidité d'intervention parce qu'un conseil d'administration, pour qu'il agisse aussi vite, quand on voit la façon dont a été évincé Michael Eisner, ça a été très long. Le processus a été long. Il a fallu que Roy Disney monte Save Disney, etc. Ça a été très très long. Là, c'est plié en un week-end, quoi. Moi, ce côté, j'interviens, un coup de massue, allez, boum, je balaye tout, même si effectivement la genèse est antérieure au week-end, on est bien d'accord. Mais je me dis, il y a peut-être des signes, ils se sont dit, si on laisse ce gars, dans 2 ans, la boîte est démantelée, quoi. Mais comme allait dire Romain, je pense pas que ça fasse si longtemps que ça. Hein. En tout cas, on est en semaine maximum. Hein, apparemment, ouais, c'est ce que lui-même, Iger était sur le point de signer ailleurs pour rejoindre une autre compagnie. Comme j'ai oublié le nom, Red Capital, quelque chose comme ça. Bon, bref. Qui doivent être assez déçus d'ailleurs que de ne pas récupérer. Non, mais je parle de la rapidité Et Bob Chapek l'a appris le matin même. Mais c'est ce que je te dis, c'est très rapide comme décision. Oui, non, mais moi j'ai entendu qu'il y avait des bruits de couloir, ça datait d'une semaine. Lundi, il a commencé à avoir des bruits de couloir, mais vraiment dans les couloirs de la direction, quoi. Oui. Après, est-ce que ces bruits de couloir étaient vraiment liés au fait que c'était vraiment en train de se passer, ou simplement parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais après les résultats, il y a eu la presse, notamment, je ne sais plus quel spécialiste sur CNBC, qui est la chaîne, en gros, économique américaine par excellence, et donc on a une personne qui dit il ne fait aucun doute que Bob Chapek doit dégager, donc il le dit violemment, et c'est quelqu'un, alors moi je connais pas ces gens-là, mais bon, apparemment aux États-Unis, quelqu'un qui est très connu et dont l'avis compte, et ça a un petit peu chamboulé aussi les gens chez Disney, en tout cas au conseil d'administration, en se disant purée, mais si lui il commence à nous dire ça,
En fait, après, ils ont atteint un point où il n'y a plus personne qui est là pour essayer de dire du bien de lui, pour le sauver un minimum. Rien ne va. Plus personne ne semble l'apprécier d'aucune manière. Et donc, alors Philippe, il conteste le fait, apparemment, il a justifié la présence de Pam et Tommy sur Disney+. J'ai vu son surtout, il dit que l'attaque est venue de l'intérieur et de ses proches, apparemment, et qu'il accuserait de mauvais résultats financiers. C'est pas la même chose, hein, Pam et Tommy. Et non, mais il y a deux commentaires, je lisais les deux commentaires. Oui, mais essaye de les trier, ça change la vie. Non, par rapport à Pam et Tommy, c'est par rapport quand on lui a posé la question du fait que Disney crée des contenus pour adultes. Et donc là, Bob Chapek répond qu'il est très impressionné par l'élasticité de la marque Disney et qu'il se rend compte qu'en fait, le public lui-même accepte de la part de la marque Disney des choses que Disney s'interdisait jusque-là. Comprendre le fait de sortir sous l'ombrelle Disney des contenus qui ne sont pas familiaux, comme par exemple Pam et Tommy, qui est un contenu dans lequel il y a beaucoup de scènes sexuelles, et il y a aussi des contenus aussi violents qui peuvent sortir aussi par exemple des studios FX comme American Horror Story, etc. Toutes ces choses-là. Mais aux États-Unis, tous ces contenus ne sont pas sous l'ombrelle Disney, puisque ces contenus sortent sur Hulu, qui est une plateforme annexe, là où dans le reste du monde, donc nous maintenant on s'est habitué à ça, on a l'univers Star qui a rejoint Disney+, ce qui fait que les contenus généralistes peuvent se retrouver sur Disney+, et donc on peut regarder un film d'horreur sur Disney+, etc. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui, moi, à titre personnel, ne m'a jamais dérangé, parce que nous, en tant que fans, on a une vision de la Walt Disney Company qui est déjà un peu plus globale que le commun des mortels. Maintenant, c'est vrai que on peut se poser la question, est-ce que c'était la bonne chose à faire de le faire comme ça? Est-ce que au final, Disney ne risque pas de devenir une marque comme une autre quand on lui fait porter tout, quand on l'applique sur Est-ce que ça devient pas Netflix bis, mais ça on verra bien avec. Et sa justification, c'était donc oui, mais quand la famille, quand les parents regardent La Petite Sirène et puis Dumbo ou je ne sais quoi avec leurs enfants et qu'ils vont les coucher, ils ont ensuite aussi de regarder des contenus pour eux, et donc là c'est là qu'ils commencent à citer des contenus plus adultes. Ce qui en soi, en plus, c'est vraiment un problème de communication. En soi, on peut comprendre s'il veut essayer de dire à ce moment-là, oui. C'est pas non plus c'est pas non plus un outrage je pense sincèrement qu'il fait une erreur et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il ne connaît pas si bien la marque ce qu'il veut bien le faire et qu'il a pas qu'il aime pas le produit, etc. C'est que je pense que effectivement, dans des territoires comme les territoires européens, la France, etc., le Disney+ peut être vu comme une marque ombrelle et peut accepter, grâce à des univers, beaucoup de choses, parce que objectivement, les Français voient Disney+ et utilisent le mot Disney+ non pas en pensant à Blanche-Neige, mais en pensant à Netflix. C'est pas du tout le même truc. Aux États-Unis, Disney est quand même très très marqué famille. Et peut-être que là, ça coince. Et je pense que s'il n'est pas capable de différencier ça en se disant je peux pas faire de la même façon que je peux pas faire des choses en France que je fais aux États-Unis, aux États-Unis, je peux peut-être pas faire ce que je fais en Europe, quoi. Je suis pas sûr. Différent de ça en Europe, ça a été un vrai travail de faire accepter aux gens, et c'est encore un combat de tous les jours de la part de Disney+, de faire comprendre qu'il y a des contenus, des films d'horreur, etc. Ouais, mais les gens ne sont pas habitués et ont du mal. Je comprends, mais ils le reprochent pas. Qu'ils ne soient pas habitués, qu'ils se disent tiens, c'est bizarre, il y a je n'importe quoi, Scream sur Disney+, j'espère qu'il y bien, mais non. Il y est pas. Bon, désolé. Il y a Alien, voilà, il y a Alien, il y est quand même. Ouais, il y a Alien sur Disney+. Ok. Ils l'apprennent, ils font oh bah tiens, pourquoi pas. Mais ils sont pas en train de dire oh là là, c'est un scandale, tu vois, c'est pas possible. Ils ont pas ce réflexe-là parce que je pense le public français a déjà intégré le fait que Disney+, c'est plus Disney, c'est entre guillemets le Netflix de Disney. Donc c'est comme Netflix, il y a plein de choses. Donc il y a le dessin animé jusqu'au film d'horreur. Donc je sais pas si aux États-Unis ils sont prêts à ça, d'autant que eux ils ont dès à présent les packages quoi, Hulu et Disney. Bon. Oui, non, mais c'est sûr. Mais par contre, Philippe dit que ça revient au même. Ça revient pas tellement au même parce que Hulu déjà existait bien avant Disney+, donc il était déjà identifié comme Netflix était identifié. Donc, exactement. C'est comme si en France, on avait déjà donc Netflix. C'est comme si en France, imaginez que Disney avait racheté Netflix et que Disney+ arrivait, mais que tous les contenus pour adultes restaient sur Netflix. Bon il y a pas du tout ce problème-là. Même si on fait un package où on peut avoir les deux,
mieux d'ailleurs, avec Canal+, on arrive bien à avoir des packages où on mélange un peu. C'est ça. Donc je suis pas sûr que ça revienne vraiment, même si les gens comprennent davantage que Hulu doit bien avoir un rapport avec Disney si on fait autant de packages et de publicité sous un nom qui s'appelle le Disney Bundle en plus. Donc bon, forcément ils comprennent. Il y a ESPN+ dedans aussi. Mais pour moi, c'est quand même pas la même chose. D'autant plus que Hulu, c'est pas vraiment l'univers star de Disney+ non plus. C'est-à-dire que sur Hulu, il y a la télévision en direct, il y a des choses qui ne sont pas Disney du tout. On peut même regarder House of the Dragon sur Hulu, là où l'univers star de Disney+, ce sont les contenus produits par la Walt Disney Company pour Disney+, ou alors les contenus achetés en première exclusivité. C'est là où les territoires sont importants. Chaque territoire a son vécu et après il y aura sans doute une convergence de structures à terme, mais tout cela est très neuf et chaque territoire avance à son rythme. Mais du coup, on ne sait plus trop ce qui va se passer avec Hulu. Et ça, c'est une des choses que les analystes aussi disent, c'est que Bob Iger va devoir régler ce problème rapidement. Il va falloir qu'il le règle, clairement. Soit il va, et apparemment, il serait pas contre racheter effectivement les parts qui lui manquent à Comcast, puisque pour ceux qui ne savent pas, en gros, Hulu appartient à Disney à 67%, les 33% restants appartiennent à Comcast, qui est la maison mère de Universal, et qui est un grand conglomérat de médias, mais aussi de communication. Et qui adore entraver Disney. Hein. Tout à fait. Et donc là, actuellement, on est dans cette situation. Ce que je dis là, c'est que c'est pas un allié, quoi. Oui. Et donc en 2024, il avait été convenu à l'époque où Disney avait racheté 21st Century Fox, ce qui les a amenés à avoir ces 67% là. Il a été convenu qu'en 2024, il y aura un intervenant extérieur qui définira le juste prix de Hulu à ce moment-là, et ainsi les deux parties pourront décider de qui rachète quoi et qui récupère. Donc, est-ce que Disney rachète à Comcast les 33% qui manquent, ou Comcast rachète à Disney les 67% qui leur manquent, ou alors quelqu'un d'autre s'en mêle, on n'en sait rien. Mais en gros, c'est là que ça peut se passer. Sauf qu'en fait, le problème de tout ça, c'est que pendant toutes les années qui s'écoulent, Disney met de l'argent dans Hulu via toutes les productions de contenu généraliste que nous, on a sur Disney+, mais que les Américains ont sur Hulu, comme Pam et Tommy, par exemple. Et donc, Hulu prend de la valeur sans cesse. Et d'un autre côté, Disney essaye de ne pas lui faire prendre trop de valeur non plus, parce que si c'est trop, ça va coûter cher. En attendant, Comcast, eux, ils ont le beau rôle. En fait, ils attendent. Mais comme ils ont aussi une plateforme de streaming qui s'appelle Peacock et qui marche pas du tout, peut-être que ça peut les intéresser en fait de récupérer Hulu. Bref, c'est une situation un peu complexe comme ça qui est là. Et si jamais Disney rachète Hulu, si Bob Iger récupère Hulu en intégralité pour Disney, qu'est-ce qu'il fait alors du coup? Il fusionne tout, mais ça n'a pas l'air d'être trop son idée, puisqu'il a l'air de vouloir bien cloisonner le label Disney à un univers familial. Mais s'il ne le fait pas, en gros, ça reste comme ça. Quid de l'international? Parce que est-ce que Bob Iger était vraiment pour Star à l'international? Ou est-ce que finalement, il ne va pas se dire, mais moi, je ne voulais pas non plus qu'on fasse comme ça? Est-ce qu'on peut retourner en arrière? C'est pas trop... Enfin bref, c'est des questions comme ça où on n'a pas vraiment de réponse. Hein. Ça peut paraître compliqué. Ah non, mais les futurs projets de toute façon de la Walt Disney Company, actuellement, on ne sait pas quels sont les futurs projets. Après, en plus, il est censé n'avoir que 2 ans et dans ces 2 ans-là, il doit former donc son remplaçant. Ça veut dire que ce remplaçant, on va le savoir très rapidement qui c'est, hein. Sauf s'il le fait en cachette, mais bon, au bout d'un moment, ça finira par se savoir. Soit c'est quelqu'un qui est interne et qui va soudainement être nommé COO, par exemple, qui va être juste sous lui comme Tom Styles à l'époque, par exemple. Ou alors, ils vont embaucher soudainement un grand patron d'une autre entreprise extérieure, comme à l'époque de Michael Eisner, et il va être immédiatement numéro 2 de la boîte, et donc on aura bien compris que c'est lui que Bob Iger va former. Et en faisant ça, est-ce qu'il a le temps de s'occuper de tout ça? Il y a tellement de choses à faire. Alors après, il est très très bon, donc il va peut-être y arriver, donc à faire tout ça. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et en même temps, il y a de la politique à gérer parce que il y a la Floride avec le Ron DeSantis, le statut de Walt Disney World, etc. C'est très compliqué. Il y a quand même beaucoup de choses. Ou même la Chine, puisque c'était un peu son projet de cœur pendant un moment, Shanghai Disney Resort. Les relations avec la Chine ne sont pas ouf aujourd'hui par rapport à si elles étaient à l'époque. Les parcs, ils ouvrent, ils ferment. Disney n'a pas trop son mot à dire. C'est le gouvernement chinois qui possède la majorité du parc et qui prend des décisions. Le parc n'évolue pas tant que ça. Ils vont ouvrir un Land Zootopia l'année prochaine ou l'année d'après. Depuis 2016, ils n'ont ouvert qu'un Toy Story Land. Alors qu'on s'attendait à ce qu'aujourd'hui, on s'en soit déjà au 2e parc. À l'époque, quand on parlait. Après, j'ai pas l'impression qu'il marche plus que ça, ce parc.
globalement. C'est difficile à dire. Là, pour le coup, non, mais avant Covid. Vraiment, COVID. voilà. Mais même avant Covid, ça allait. Ça marchait pas tant que ça. Voilà, il n'y a pas de gros projet à Walt Disney World, à part ce que Josh D'Amaro a bien voulu laisser entendre, mais sans que ce soit pas grand-chose de concret. Donc voilà. Après, pour le cinéma, pour le coup, ça a su son cours, même si en réalité la majorité des films Disney sortent sur Disney+. Si vous prenez cette année, par exemple, il n'y a eu aucun film live du label Disney au cinéma. Tous les films live du label Disney sont sortis sur Disney+. Et le prochain film live du label Disney, c'est La Petite Sirène en mai. Donc on a encore le temps. Hein. Donc c'est pour vous donner. Et le dernier, c'était donc Jungle Cruise en été 2020. Donc est-ce que Disney doit revenir sur le devant de la scène, le label Disney en live pour des films de cinéma avec des grands films comme des Pirates des Caraïbes ou des choses comme ça, même si je ne doute pas que Pirates des Caraïbes, de toute façon, il y a des projets en cours et ça sortira forcément au cinéma, mais est-ce qu'ils vont retenter de créer des choses? Je pense sincèrement que La Petite Sirène va décider du store de ce que tu viens de dire. Quoi. Le résultat. Mais La Petite Sirène, c'est un mauvais exemple, c'est un remake qui va forcément marcher, donc ça ne veut pas dire qu'on oui, mais justement, sauf que je suis d'accord avec ça, mais le Disney remake marche, donc pourquoi ils vont pas continuer à rester mais j'ai pas dit qu'ils allaient arrêter de faire des remakes, voilà. Mais est-ce qu'ils vont faire... C'est-à-dire qu'avant, même s'il y avait beaucoup de remakes, il y avait quand même autre chose. Jungle Cruise. Il y avait quoi? Ça se ramassait à chaque fois. Jungle Cruise, il est sorti il a vivoté, et avant, tout ce qui n'était pas des remakes, c'est ramassé. Mais ça pouvait être... Pourtant, c'est des bons films. La poursuite de demain, c'est un très bon film. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent plutôt que se ramasser en salle, on nourrit Disney+. Donc Laurent, à la télé, Walt et compagnie arrête toute créativité, on fait que des remakes. Non, ça ne me choque pas. Le Disney, c'est les remakes au cinéma et tout le reste du Disney qui ne vivait, qui sans Disney Plus n'allait plus vivre, et c'est Disney Plus. Voilà, c'est tout. Mais bon, il faut pas non plus qu'il y ait des remakes. Il faut aussi. Mais par exemple, un film comme Avatar 2, moi je le. Oui, mais alors, moi je veux bien qu'il n'y ait pas de remake. Mais les gars, allez les voir les films. Vous y allez pas les voir. Vous êtes tous en train de. Non, mais tout le monde dit Disney remake. Sauf que quand ils sortent des remakes, ça cartonne. Puis quand ils sortent des films qui sont pas des remakes, je ne vais pas voir les remakes. Oui, mais bon. Excuse-moi, tu n'es pas la majorité. La majorité, loin de là. Non, mais ça me fait marrer, moi, ça. Je ne dis pas qu'il soit question d'arrêter de faire des remakes, puisqu'il y en a plein encore prévus et qu'ils vont se faire. Je dis, est-ce que Disney doit sortir autre chose façon Jungle Cruise? Oui. Un remake qui est adapté d'une attraction, etc. Comme Pirates des Caraïbes l'avait été aussi. Pour moi, c'est un remake. Mais si tu sors, non. Non, mais c'est un remake. Pour moi, mais si c'est un remake dans le sens où c'est de la franchise. C'est de la franchise. Non, c'est de la franchise. Non, mais je vais t'expliquer. Pour moi, ça a les mêmes racines que le remake dans le sens où c'est confortable. Tu es en terrain connu. Quand tu sors Jungle Cruise, tu sais déjà que tu vas rameuter un certain public. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Ça peut être valable aussi sur l'achat d'une grosse franchise de livres pour en faire une adaptation. Par exemple, Artemis Fowl, ça n'a pas marché, mais bon, il y a le cas Percy Jackson où finalement c'est une série. Mais est-ce qu'on peut avoir des films comme ça aussi, qui sont des films qui ne sont pas forcément des remakes, des adaptations, mais de grande envergure avec le label Disney? Actuellement, il n'y a rien. Non, actuellement, il n'y a rien. Moi, je pense que oui, mais il faut que d'abord, il faut que la compagnie se refasse un trésor. Hein. Il faut du cash pour tout ça. Mais bon, on va voir. Et donc, les remakes peuvent financer ce genre de tentative, mais pour le moment, voilà quoi. Et au niveau de l'animation, il y a beaucoup de risques qui ont été pris depuis ces 2 dernières années, en gros depuis 2020. Mais alors c'est tombé aussi avec la pandémie, avec beaucoup moins de suites, autant chez Walt Disney que chez Pixar. Ce sera intéressant de voir aussi comment ça va évoluer. Alors il y a Avalonia qui sort au cinéma aux États-Unis mercredi. On ne se fait pas trop d'illusions, ça ne va pas marcher. Mais bon, l'année prochaine, il y a Élémentaire. Il va y avoir Wish aussi, qui est le film d'animation de Noël qui va sortir en novembre. Je suis des 100 ans d'ailleurs. Pardon ? C'est pas le film L'Étoile qui est dans tous les films pour faire les 100 ans. Oui, exactement. Donc il y a pas mal de projets en cours. Il y a Elio, l'histoire de petit garçon qui se fait enlever par les aliens. Il y a beaucoup de films qui ne sont pas des remakes et ni des suites, avec la seule suite prévue qui est donc Vice Versa 2. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce que ça va fonctionner? C'est difficile de le savoir puisque les films qui sont sortis, par exemple de Pixar, sont tous sortis sur Disney+. On sait que Luca a très très bien marché sur Disney+. Mais est-ce qu'il aurait très très bien marché au cinéma? Mais oui, il aurait bien marché. Avec la com de Disney France, quelquefois. Il aurait eu un bouche à oreille formidable. Voilà. Il y a Soul aussi qui n'est sorti qu'au cinéma, je suis pas sûr. Disney+, pardon. Donc voilà. Soul, c'est pareil.
Mais Alerte Rouge, pour moi, il aurait pu bien marcher aussi. Encanto, qui s'est planté au cinéma et qui a tout d'un coup est devenu un phénomène de société un mois plus tard, une fois qu'il est sur Disney+. Donc, c'est délicat aussi. Et là, je reviens au fait que qu'est-ce qui va rester de Chapek quand même. Il y a peut-être des choses quand même que Iger va par la force des choses se dire non, mais ça, c'est vrai que Disney+ est plus adapté pour ce type de film-là, et j'espère juste qu'il ne va pas se dire ça pour les grands films d'animation Disney ou Pixar, qui ne sont pas des suites et autres, et que pour moi, finalement, je regrette que Strange World ne soit pas sorti sur Disney+. Non, mais pour moi, en ayant supprimé l'espèce de truc machin que Chapek avait mis pour driver les contenus, je pense qu'il veut faire confiance aux créateurs en leur disant « Vous êtes plus à même de savoir où ça va sortir et où ça doit marcher. » Parce qu'un créateur, s'il sait que son truc va se ramasser au cinéma, il ne va pas le proposer pour le cinéma. Hein. Il n'est pas fou, le type. Hein. Oui, mais là, actuellement, tous les films dont j'ai parlé étaient tous prévus pour le cinéma et ont été créés par des personnes qui l'imaginaient pour le cinéma. Mais après, de toute façon, il n'y a aucun réalisateur qui va se dire je n'ai pas envie que mon film sorte au cinéma. Oui, c'est ça. Voilà, ils sont toujours, ils ont toujours l'impression qu'ils vont faire le meilleur film du monde, et puis tant mieux, parce que sinon, si le réalisateur même ne croit pas à ce qu'il fait, c'est compliqué. Bon, quoi qu'on pourrait se poser la question pour les réalisateurs de La Ferme se rebelle, est-ce que vraiment ils croyaient en leur projet? Moi, j'ai un message pour Bob Iger. Bob, si tu m'écoutes, écoute-moi. Sans les émissions patrimoine sur Disney+. Voilà, fais alors, il s'en fout. Non, mais toi qui aimes le patrimoine, qui a racheté les droits d'Oswald. Non, ça c'est un leurre. C'est un leurre. Il aime pas le patrimoine. Non, oui. Non. Au contraire, Bob Iger est le chantre des franchises. Hein. Par contre, là, je viens de dire oui, ce que dit Romain. Si c'est pour faire plaisir aux fans, il y a une stratégie là-dedans de se dire. Ce serait comme Oswald. Imaginez que dans un mois, il y ait par exemple toute l'émission The Wonderful World of Disney, tous les épisodes qui sortent pour Disney+. Mais alors là, les fans, ils sont dans la poche pendant au moins 5 ans. Donc ça, il sera déjà parti. C'est ça. Bob, écoute-nous. Bon, je crois qu'on a fait le tour, non? Je sais pas. Ouais, je pense. On a des questions ou pas avant qu'on se quitte? Non, quelques remarques. Buzz a bien marché en streaming. Qu'est-ce qu'il y a que la nostalgie? Ce que veut dire Franck, Zuzu sur la page, c'est je pense que des films qui sortent au cinéma et qui marchent en streaming, on pourrait se dire on n'a qu'à les sortir qu'en streaming parce qu'ils ne marchent pas au cinéma mais ils marchent en streaming, sauf que le fait qu'ils soient sortis au cinéma, même si c'était un échec, va favoriser la sortie Disney+. C'est exactement parce que la campagne marketing, etc. va être beaucoup plus forte et l'impact plus intéressant. Et il prend l'exemple de Buzz l'éclair qui a été un échec au cinéma. Bon, finalement, c'est comme Encanto. La seule différence, c'est la critique. Autant public que presse qui n'est pas la même. Encanto est considéré comme un bon film, Buzz l'éclair non, mais dans les deux cas on a un film qui sort au cinéma qui ne marche pas et puis qui marche soudainement un mois plus tard quand il est mis sur Disney+. Mais effectivement peut-être qu'Encanto directement sur Disney+ n'aurait pas marché. Exactement. Bon, après tu as Philippe P qui te donne raison, Laurent, et qui du coup est allé prendre une aspirine. Voilà. Et on finit là-dessus Non, on ne peut pas finir sur une remarque de Philippe Ep, ça c'est pas possible. Est-ce que le déménagement vers la Floride a des chances d'être annulé? Peut-être. Si, ce serait possible. Mais là encore, presque pour des raisons. C'est comme de la même façon qu'on veut se mettre les fans dans la poche, au bout d'un moment, il faut aussi se mettre les. Pour reprendre un terme qui va te parler, David, c'est de la calinothérapie, ça. Oui, voilà. Le fait d'annuler le transfert de Floride, enfin il faut je vais y arriver bref. C'est sous l'ère Bob Chapek, il a été annoncé qu'un nouveau bâtiment pour Walt Disney Imagineering, la division qui crée les parcs d'attractions et les destinations Disney, allait être créé donc en Floride, alors que le siège de Walt Imagineering est en Californie, près de la maison mère à Glendale, qui est la ville à côté de Burbank, vers Los Angeles. Et donc, plusieurs centaines, voire milliers d'Imagineers se retrouvent contraints de faire un choix entre déménager en Floride ou quitter la compagnie. Choix qui est très difficile pour la plupart d'entre eux, parce que déjà, il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'aller vivre en Floride, parce qu'ils ont leur famille qui sont en Californie, parce qu'ils ont leur vie qui se fait en Californie.
Et il y a aussi des raisons parfois politiques ou sociétales. La Californie et la Floride, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Et donc tout ça fait que les Imagineers avaient l'impression un peu d'être pris en otage avec cette décision-là. Et il y en a certains qui préfèrent clairement partir, alors même qu'ils ont donné toute et leur c'est vie une à hémorragie, et ça crée une hémorragie de compétences. Oui, c'est ça. Et ces gens-là vont partir chez Universal Creative, qui est l'équivalent chez Comcast d'Imagineering. Ou dans d'autres sociétés. Donc ce n'est même pas un bon plan, mais l'idée c'était il y avait une question de réduction des coûts, bien évidemment. On n'a pas les détails, mais bon, c'était Bob Chapek. Il va y avoir une question, soit de réduction de coûts, soit. Après, on pourrait se dire oui, au moins ils sont sur place par rapport à Walt Disney World, mais bon, là ils sont sur place par rapport à Disneyland. Mais c'est vrai que Walt Disney World c'est la destination primordiale pour Disney, même si Disneyland on en prend toujours soin évidemment. Donc peut-être qu'il y avait aussi un déraisonnement de cette façon-là. Oui, mais c'est là où on retombe toujours sur l'histoire, c'est que Bob Chapek ne connaît ni le produit ni la compagnie. Oui, parce qu'il aurait pu peut-être mener des discussions, en parler avec les Imagineers, se rendre compte de ce qui serait le plus efficace. Il était mal vu et par les fans et par partager en deux, aussi couper en deux. Peut-être qu'il y a des Imagineers qui sont quand même contents d'aller en Floride pour une autre, et qui auraient été prêts à faire le déménagement. Mais tout ça a été fait. Et en plus, tout ça, en même temps, ça se passait pendant l'épisode de Don't Say Gay, dont on ne va pas reparler intégralement, mais bon, juste pour que les gens comprennent, c'était une loi. C'est sur le site. Voilà, mais bon, c'était une loi qui est passée du coup depuis, qui impliquait que les professeurs des écoles ne pouvaient plus mentionner l'homosexualité ou les problématiques LGBT auprès des enfants de moins de tel âge, je ne sais plus. Et les cast members de la Walt Disney Company, dont beaucoup vivent en Floride, ont très mal pris cette loi, et surtout ont très mal pris le fait que Disney ne les défendait pas. Ça peut paraître incongru en France de se dire que après tout, pourquoi l'entreprise Disney devrait s'en mêler, mais c'est assez courant aux États-Unis. Voilà, et donc d'autant plus qu'il a été révélé que Disney faisait des dons aux différents partis politiques, dont le parti. Il y en a que deux. C'est ça, dont le parti qui poussait cette loi-là. Et donc tout ça s'est très mal passé. Bob Chapek ensuite a commencé par dire qu'il ne voulait pas se positionner, qu'il ne voulait pas politiser Disney en quelque sorte, pour finalement se rétracter parce qu'il y avait tous les cast members qui se sont levés, quoi, en gros, qui ont menacé de ne pas venir à un grand événement aussi qui avait lieu en Floride, justement, un grand événement de dirigeants. J'ai plus les détails, mais tout ça a été assez complexe, et au final, Chapek a dû s'excuser et du coup mettre les bouchées doubles en montrant qu'on allait faire du contenu LGBT, qu'on allait défendre les cast members LGBT, tout ça pour se mettre à dos du coup les républicains et le gouvernement de Floride. Donc au final, il s'est mis tout le monde à dos. Et aujourd'hui, donc la Floride considère que Disney est une entreprise trop libérale, woke, comme ils aiment bien l'appeler, pendant que les personnes plutôt de gauche, démocrates, LGBT et autres, ne sont pas convaincus non plus par la sincérité de la manœuvre de Bob Chapek. Donc au final, il a gagné personne, quoi. Ça résume un petit peu le règne de Bob Chapek, c'est que quoi qu'il fasse, il le fait mal, quoi. C'est tout. Et ça, une erreur de casting de Bob Iger du conseil d'administration, qui a tenu ses promesses, donc une erreur qui mange des drogues, qui a entraîné le retour de Bob Iger, premier du nom, à la tête de la Walt Disney Company. À l'âge de 71 ans, quand même. C'est ça, en espérant qu'il arrive à remettre tout le monde dans la poche et remettre la société sur les bons rails, et qu'il arrive enfin à préparer sa succession. C'est ça. En tout cas, c'est quand même globalement une nouvelle qui a enthousiasmé tous les passionnés de Disney, les passionnés de médias, de tous bords, finalement. Donc, c'est très encourageant. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu cette nouvelle, au départ, j'ai fait waouh, parce qu'on sait toujours pas, et on se réveille, on voit ça, on fait waouh. Mais moi, je comprenais pas, je disais Bob Iger, j'étais content, quoi. Je me suis dit waouh, enfin une bonne nouvelle, quoi. On vit quand même une époque un peu dure, quoi. J'étais là, enfin une bonne nouvelle. Moi, j'attendais ensuite Natacha est remplacée par Catherine, mais c'est pas. Non, là pour c'est pas arrivé, ça. C'est pas arrivé. Non, et ça n'arrivera pas, parce que même si Catherine revient, elle ne reviendra pas en qualité de... Et j'espère qu'elle reviendra plus haut, parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Est-ce qu'on peut rééditer le livre des 50 ans de Walt Disney World qui est sorti et dans lequel Bob Chapek signe toute la préface pour la remplacer par une de Bob Chapek? En tout cas, on peut dire que... Merde. J'imagine la gueule de l'éditeur.
Oh là là, purée, les gars. Celui des 100 ans, ils ont, je sais pas à quel point il était, enfin, il doit sortir dans pas très longtemps. Il y a un bouquin sur les 100 ans de la OLC Company à la fin de l'année, je crois. Là. Ah, ça va être drôle, ça va être drôle. Mais bon, là j'imagine qu'ils ont le temps de ouais, mais c'est drôle. Ça, voilà, parce que imaginez-vous, il y a question que ce soit Bob Chapek qui signe la préface du truc. Bob Chapek n'a pas réussi à finir les travaux de Tron en Floride, quand même. Toujours pas, ouais. Et des gens se sont amusés du fait que les travaux de Tron ont duré plus longtemps que le règne de Bob Chapek. Ce qui est quand même assez fort. Bon, après, ces travaux-là ont duré plus longtemps que la construction du parc du Disneyland Park. Je vous rappelle qu'il est interdit en ma présence de critiquer Tron, je vous remercie. Ou de vanner Tron, ou de vanner Tron, ou de trucs, ou de machin. C'est une très bonne attraction. Ouais, vous appuyez sur le fait que les travaux sont longs. Bon, bah, excusez-nous. Ouais. Moi, je trouve que c'est une très bonne attraction. Faire de la qualité, il faut prendre du temps. C'est une très bonne attraction et qui est basée sur rien, donc c'est plutôt bien, tu vois, une vraie franchise parc. Oh putain. D'accord. Bref, avant que je me fasse engueuler, du coup, je vais conclure. Ah ouais, tu peux. Mais pense à refaire la pub de tout. Alors, la pub de tout, déjà, je vais dire quelque chose, c'est que Chronique Disney, nous sommes une équipe de bénévoles passionnés par les parcs, par les films, les dessins animés, les livres, la musique. Enfin, tout l'univers de la Walt Company, même sa gouvernance, pour dire, et qu'on cherche toujours du monde, voilà, s'il y a des bonnes âmes pour nous aider dans ce travail encyclopédique et aussi de suivi d'actualité sur le site chroniquedisney.fr, sur les réseaux sociaux, etc. Du coup, maintenant, je vais pouvoir faire l'instant pub. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Mais il y a un peu plus d'enthousiasme, hein, quitte à faire la speakerine. Eh ben, fais la speakerine, toi, que tu fais. Non. Vas-y. Non, vas-y. Donc, vous pouvez nous retrouver sur notre fantastique page Facebook et aussi sur notre groupe Facebook. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter où on fait toujours des tweets de qualité. Instagram, on a de très belles photos. Malgré. Mais bon, rien, j'ai rien dit. Malgré quoi? Tu as beaucoup insisté sur le fait qu'on fasse toujours des tweets de qualité. J'avais presque envie de rajouter malgré ce que Twitter est en train de devenir, mais bon. Oui. Allez sur Twitter avant que ça ferme. Allez-y. Ouais, voilà. Oui, en tout cas, on va se poser la question, nous, à un moment, d'y rester ou pas. Ça, c'est clair. Ouais, ça. Du coup, voilà, tu me fais perdre le compte. On a aussi Letterboxd. Je n'ai toujours pas compris ce que c'était exactement, mais. Ah non, là, ça veut dire que je vais en parler. C'est le réseau social par excellence des cinéphiles, des passionnés de cinéma. Donc, si vous voulez partager vos visionnages, voir nos avis, vous assurer que vous avez vu toute la filmographie de tel réalisateur, d'un studio, etc. On a tout ce qu'il faut sur la page Chronique Disney de Letterboxd avec beaucoup de contenu, les reprises de nos critiques, des listings qui vous sont très utiles. Donc, c'est très bien. C'est très bonne liste. Belle plateforme. Ensuite, vous pouvez nous retrouver également nos playlists sur Deezer et Spotify, de magnifiques playlists qui vous fait découvrir tout l'univers Disney. Vous pouvez également écouter nos podcasts sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcasts dignes de ce nom. Si on n'est pas dessus, c'est que la plateforme, elle n'est pas bien. Changez de plateforme. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le forum. Vous pouvez bien sûr débattre avec des fans passionnés. On a un forum. On a un forum, et un très bon forum, Disney Central Plaza. Voilà, si vous voulez discuter avec des fans, des grands passionnés. Alors, si je peux me permettre, on dit toujours, dorénavant, on est obligé de dire Disney Central Plaza, virgule, le forum de Chronique Disney. Enfin, je pense que c'est clair maintenant. Vous mettez le lien du sujet du jour sur le forum. Voilà. Exactement. Vous pouvez revoir du coup les live Twitch, même si j'ai une semaine de retard sur Twitch et sur YouTube. Et bien sûr, rien ne serait possible sans le navire amiral, que c'est même plus qu'un navire amiral, sur le site chroniquedisney.fr avec toute sa partie encyclopédique, ses listes qui sont, tout l'univers Disney traité là-dessus, et bien sûr un peu d'actualité là-dessus. Voilà, et un très beau portrait de Bob Iger, du coup, qui est revenu. Ah oui, forcément, on a mis. On a remis en une, oui, pour. Donc, si vous n'avez pas compris tout ce qu'on a dit, parce que c'est vrai qu'on connaît bien. En une heure, on essaye. Voilà, on a dû condenser. N'hésitez pas à aller lire son portrait, vous comprendrez probablement un peu mieux tout l'historique. Voilà, en tout cas, vous pouvez nous retrouver dans toute cette galaxie de plateformes, et principalement d'ailleurs sur le site chroniquedisney.fr. Si je peux me permettre juste une dernière chose, on nous a demandé de mettre les live Twitch en podcast sur nos plateformes de podcast. Je vais m'en occuper. C'est en train d'être fait et ça arrivera bientôt. Voilà. Normalement, cette semaine, ça devrait être fait. Comme ça, les gens qui ne veulent pas voir nos mimines pourront nous écouter malgré tout. Et il y en a. Et il y en a beaucoup. Ça se comprend. Bon. Bref, lisez-nous en tout cas et écoutez-nous aussi d'ici la semaine prochaine, puisque on reviendra mardi prochain à 20h30 pour une nouvelle émission. Merci à tous. Je n'ai pas défini.
Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Allez la France. À bientôt. Allez la France. Très bon Bonne podcast. soirée. Bonne intervention. Chapek à tout le monde.